Bon après-midi tout le monde. Merci d'avoir se joindre à nous cet après-midi pour notre présentation, notre webinaire éducatif sur la gestion de la santé mentale pendant la pandémie. Bien que le titre dit que c'est pendant la pandémie, les principes qu'on va apprendre aujourd'hui, comme notre présentatrice va nous dire, ils sont applicables dans la vie en général et pas seulement dans le contexte de la COVID-19. Mais avant qu'on fait la présentation, je voulais juste vous faire remercier nos commanditaires. Sans eux, ce serait impossible de faire ces webinaires. Alors, merci à Amgen, Binding Site, BMS, Janssen et Takeda. Pour l'instant, on n'a pas de nouveaux webinaires qui sont disponibles, mais je peux confirmer que le prochain webinaire sera la gestion des effets secondaires liés au myélome et à son traitement. Ça va être en juillet. On doit juste confirmer la date. Alors, si vous êtes abonné à notre bulletin mensuel, vous receviez ces informations une fois que la date est finalisée. Et on va voir aussi un webinaire sur la recherche et les essais cliniques et même encore plus pendant l'été et l'automne. Alors, tous nos webinaires sont enregistrés pour voir pour revoir la présentation, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube à youtube.com. Dans la barre de recherche, vous tapez Myélome Canada. Un des premiers résultats que vous voyez, ce serait notre chaîne YouTube. Comme vous voyez ici, si vous cliquez sur le bouton Subscribe, vous pouvez recevoir des notifications chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors, c'est une bonne façon de rester à jour avec tous les nouveaux webinaires qu'on fait ces jours-ci. Aussi de notre site web myelome.ca, vous pouvez accéder les enregistrements des webinaires. Alors, dans la barre du menu en haut, vous cliquez sur ressources, le menu va ouvrir et vous cliquez sur vidéo éducative. Alors, avant de commencer, mon dernier point, comment est-ce qu'on demande, comment est-ce qu'on pose des questions au webinaire? Alors, dans votre logiciel GoToWebinar, vous avez une fonctionnalité qui peut ressembler ici. Ça dépend si vous avez connecté d'un iPad ou d'une tablette ou d'un téléphone, mais il y a une fonction question. Vous tapez la question, vous cliquez sur le bouton et je recevoir les questions. Et une fois que à la fin de la présentation, on pourrait demander à notre présentatrice de répondre à ces questions. Alors, pendant la présentation, s'il vous plaît, envoyez-nous nos questions et comme ça, on va être prêt pour la fin du webinaire. Alors, sans plus tarder, j'aimerais introduire Dr. Catherine Millette, qui est psychologue à Montréal. Merci, Dr. Millette, d'avoir pris le temps d'être avec nous cet après-midi. De rien, je suis heureuse de pouvoir participer dans ça. Oui, alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais parler de la santé mentale, de vraiment l'interconnexion entre la santé mentale et la santé physique. Et je vais vous présenter vraiment des exercices concrets et vous donner des conseils pratiques dans le but de vous aider à mieux gérer votre santé mentale pendant que vous êtes en train de gérer plusieurs situations difficiles en même temps, incluant le diagnostic du myélome multiple et en ce moment la pandémie du COVID. Alors, je vais juste m'assurer. OK, voilà, oui. Alors, en général, quand on vit une situation stressante, nos pensées, nos émotions, nos comportements, nos sensations et symptômes physiologiques sont tous interconnectés d'une manière ou d'une autre. Puis ont tous un impact l'un sur l'autre. Alors, des fois, ça va être les émotions qui vont avoir un impact sur nos pensées. Si on a des émotions négatives, on est plus prédisposé à avoir des pensées négatives. D'autres fois, ça va être des symptômes physiologiques qui vont mener à avoir des émotions négatives ou bien des pensées plus difficiles. Alors, il y a tout plein de manières que chacune de ces catégories peut nous influencer. Quand on reçoit un diagnostic comme le myélome multiple, c'est vraiment difficile de gérer notre stress relié à cette situation, absolument.
Puis toutes nos pensées et nos émotions vont souvent tourner autour de la maladie, des symptômes, de la douleur, de l'anxiété, du stress qu'on ressent. Inévitablement, se concentrer uniquement sur la maladie, ça peut contribuer à un cercle vicieux. Alors, le stress de gérer une maladie et ses symptômes perpétue beaucoup plus de difficultés qui interagissent toutes les unes avec les autres. Alors, notre vie peut facilement devenir complètement envahie par la maladie et on devient plus prédisposé à la douleur chronique, le stress et l'anxiété, des sentiments de désespoir, la dépression, puis même la fatigue chronique. Les problèmes reliés avec la gestion des symptômes s'est transformé avec le temps à un problème psychologique encore plus important et plus complexe. Et ça, c'est commun non seulement avec des maladies, mais aussi n'importe quelle situation, comme en ce moment avec le COVID qui est rajouté. Le cercle vicieux devient encore plus dur à gérer et à interrompre. Même si on commence à relaxer graduellement en ce moment les mesures de sécurité reliées au confinement puis à la distanciation sociale, en réalité, on ne sait pas quand la pandémie va être résolue. Il n'y a pas de fin claire en vue. Avec cette incertitude, c'est vraiment raisonnable de conclure que les sources de stress additionnelles reliées à la pandémie vont continuer pour quelque temps. Puis c'est très important d'apprendre certaines stratégies pour mieux gérer et interrompre la détresse reliée à ces situations-là. Alors, ultimement, il faut s'adapter pour bien gérer sa santé mentale, mais ça, c'est pas facile. On a des peurs, des soucis, des sources de stress légitimement difficiles à gérer et on affronte ça à tous les jours. Juste avec le myélome multiple, si on oublie la pandémie pour une minute, il faut s'adapter à l'impact sur soi, sur la famille, son travail, ses finances, potentiellement un sentiment de culpabilité sur l'impact sur notre entourage, l'appréhension face à l'inconnu, le traitement et plein d'autres. Puis également, pour chacun d'entre vous, le processus d'adaptation va impliquer des choses différentes, dépendamment de qui vous êtes, des difficultés uniques auxquelles vous faisiez face et de vos forces personnelles. Alors ici, j'aimerais juste mentionner le psychologue Richard Lazarus a une bonne définition du processus d'adaptation que je vais utiliser un peu pour la base de ma présentation aujourd'hui et les exercices que je vais vous présenter. Alors, il dit que pour s'adapter, il faut mettre des efforts cognitifs et comportementaux continus pour gérer les demandes externes et internes spécifiques qui taxent ou dépassent les ressources de la personne. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous montrer différents types d'outils pour vous aider à modifier, vos pensées et deux, certains comportements. Un autre concept pour nous aujourd'hui qui sera utile, c'est l'autorégulation d'une maladie. Puis ici, le psychologue Albert Bandura nous dit que c'est vraiment les facteurs cognitifs et sociaux qui sont tous les deux importants pour maintenir notre santé mentale et notre santé physique. Alors, pour faciliter notre adaptation à une situation difficile, c'est vraiment important de se concentrer sur soi ainsi que sur notre entourage. Et voilà pourquoi les outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont reliés à ces 2 ou 3 points. Alors, principalement, comment mieux prendre soin de soi, incluant ses pensées et ses comportements. Et 2, comment prendre soin de ses relations ou bien son système de soutien sur lequel on compte. Je vais aussi vous dire, bien que les outils que je vais présenter aujourd'hui sont faciles à comprendre, mais comme n'importe quelle habitude, ça prend du temps à intégrer dans notre routine, même si on est une personne motivée à faire ces changements-là. Il faut vraiment pratiquer les nouvelles habitudes régulièrement avant qu'ils peuvent devenir vraiment faciles et utiles durant une période de stress ou d'anxiété aiguë. Aussi, ça peut prendre du temps pour identifier les habitudes et les comportements qui nous aident le plus personnellement. Qu'est-ce qui serait le meilleur fit pour nous? Et c'est pour ça que durant la présentation, je vais vous montrer plusieurs types d'exercices différents. Puis ça va être pour vous à déterminer c'est quoi les meilleurs outils, qu'est-ce que vous aimez personnellement et peut-être aussi qu'est-ce qui est le plus facile à intégrer dans votre routine en ce moment. Je vais aussi prendre un petit moment pour parler aux personnes qui soutiennent et aident les personnes atteintes du myélome multiple. Alors, les membres de la famille, les amis et toutes les autres personnes. Je sais que potentiellement, vous écoutez aussi cette vidéo, que vous avez besoin de soutien parce que gérer la santé mentale est tout aussi important pour vous que pour les personnes avec le diagnostic.
Ils comptent sur vous de différentes manières et c'est vraiment pas un rôle facile nécessairement. Alors, les outils que je vais présenter aujourd'hui sont également pour vous. Vous êtes indispensable, c'est vraiment important de prendre soin de votre santé mentale aussi. Je vais commencer maintenant avec la première étape, prendre soin de soi et les stratégies de relaxation. Alors, un des outils les plus pratiques vraiment pour gérer l'anxiété et le stress, bien que ça semble simple, c'est les respirations profondes avec une inspiration lente puis une expiration lente. Quand on est stressé ou tendu, on a tendance à respirer peu ou à respirer irrégulièrement. Puis ça, vraiment, ça cause un changement dans notre corps et un déséquilibre d'oxygène et de dioxyde de carbone, ce qui peut provoquer des symptômes physiques d'anxiété, juste avec cette manière de respirer, comme le cœur qui bat plus vite, soudainement. Et pour faire l'exercice de respiration profonde, juste quelques conseils, ça l'aide de mettre une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et c'est la main sur la poitrine qui ne devrait pas bouger, pendant que la main qu'on met sur le ventre devrait bouger avec chaque respiration. Et ça, c'est juste un indice vraiment pour assurer qu'on fait les respirations profondes de la bonne manière, alors avec le diaphragme. Je recommande aussi toujours de pratiquer l'exercice régulièrement et vraiment initialement à des moments où vous n'êtes pas anxieux ou stressé. Une fois que vous avez l'habitude de faire les respirations profondes dans ces moments-là, moins stressé, ça va devenir plus facile de se souvenir de faire ces respirations-là quand on est dans un moment de stress ou d'anxiété aiguë. Puis ça peut aider de juste simplement dire, OK, on va le faire 2 ou 3 fois par jour à chaque journée pendant une semaine. Ça pourrait être au lever ou bien au coucher. Et je recommande aussi d'essayer de faire peut-être 10 respirations profondes à chaque fois, ou bien si vous préférez, de mettre un timer de 2 à 5 minutes où durant ce temps-là, vous êtes en train de faire les respirations lentes et profondes. Il y a aussi des applications de méditation et plusieurs vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider avec le rythme des respirations si vous êtes quelqu'un de plus visuel ou que vous avez des difficultés à respirer profondément. Puis, je vais parler un peu plus de ces ressources-là à la fin, mais en anglais, un mot-clé qui est très utile, c'est « breathe bubble ». Puis, vous pouvez trouver plusieurs vidéos utiles pour la respiration. Et pour voir de vous-même, je voulais juste faire les respirations maintenant avec vous. On va juste faire 10 respirations ensemble et j'aimerais vraiment que, avant de commencer, prenez note de comment vous vous sentez maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, le sentiment d'être assis dans la chaise ou peu importe où vous êtes. Et mettez, comme j'ai dit avant, une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Puis je vais juste compter à 10 et on va faire ensemble des respirations très lentes avec le ventre. Alors, on va prendre une première grande respiration. On inspire. Et on expire. Deux. Une troisième respiration. Et 4. 5. 6. 7.
8, 9, et la dernière respiration. Là, j'aimerais juste que vous preniez note, une deuxième fois, des sensations dans le corps. Comment est-ce que vous vous sentez après les respirations? Est-ce que vous êtes plus calme? De quelle manière? Est-ce que les pensées sont un peu plus lentes en ce moment? Et ça, c'est juste avec 10 respirations, ce qui est quand même très court, le minimum que je recommande. Et prenez note des choses et si vous avez des questions à la fin, on pourra en discuter un peu plus. Et là, maintenant, la deuxième stratégie de relaxation qui est vraiment très utile, c'est les relaxations musculaires progressives. Quand on le fait, ça peut vraiment contribuer à des niveaux profonds de détente physique et mentale. C'est bon avec cet exercice-ci de choisir un moment calme pour le faire, dans un endroit relax, comme sur le divan s'il n'y a personne à la maison qui va nous déranger ou bien dans notre lit. Bien que des fois on va s'endormir durant l'exercice, c'est correct, c'est normal des fois. C'est juste la prochaine fois si vous étiez couché puis vous êtes endormi, peut-être rester assis la prochaine fois. Et ça peut prendre environ 15 minutes pour faire l'exercice du début à la fin. Et encore une fois, il y a plusieurs vidéos YouTube que vous pouvez trouver avec le mot-clé relaxation musculaire progressive. Et vraiment, avec cet exercice, c'est chaque principal groupe de muscles dans le corps qui va être alternativement tendu et détendu. Alors, les muscles du visage peut-être pour commencer. Ensuite, on va aller au cou, les épaules, le haut du dos, la poitrine, les biceps, les avant-bras. Ensuite, les mains, le ventre, les fesses, les cuisses, les mollets et finalement les pieds. Et chaque groupe de muscles devrait être tendu pendant à peu près 5 secondes et ensuite détendu et étiré pendant 10 à 15 secondes. Et on répète ça 2 à 3 fois pour chaque muscle. Si ce n'est pas possible d'isoler tous les groupes de muscles pour vous, il ne faut pas s'inquiéter parce que ce n'est pas ça vraiment principalement qui est important. Il faut juste faire le mieux que vous pouvez avec le corps que vous avez. Mais lorsqu'on fait l'exercice, ce qui est vraiment le plus important, c'est juste de prendre le temps de noter la différence entre les sentiments quand les muscles sont détendus et les sentiments quand les muscles du corps sont tendus. Et juste de prendre note de ça. Maintenant, une autre catégorie d'exercice, c'est la diffusion ou la restructuration cognitive. Et c'est deux concepts qui sont un peu différents, mais pour nos buts aujourd'hui, je ne vais pas vraiment distinguer. L'objectif ici, c'est de changer notre relation avec certaines pensées, soit ceux qui nous causent de la détresse ou des pensées particulièrement négatives, et pour diminuer le pouvoir de ces pensées-là. Première étape ici, la première chose à garder en tête, c'est vraiment l'importance d'arrêter quand on remarque des pensées négatives, des problèmes ou des inquiétudes qui nous causent beaucoup de détresse. Ensuite, on veut prendre quelques grandes respirations profondes pour s'aider à se calmer un peu dans ce moment-là et peut-être même juste ralentir nos pensées. Et ensuite, de réfléchir à ses pensées, à ses inquiétudes d'une manière structurée pour qu'on ne tombe pas simplement dans la rumination et le souci excessif. Je vais vous donner maintenant 3 exemples de différentes structures qu'on peut utiliser pour nous aider à réfléchir à nos pensées et à nos difficultés. Ici, une première, c'est simplement un breakdown où on se permet ici d'analyser qu'est-ce qui se passe.
Alors, on va écrire pour chaque catégorie une réponse quelconque à l'extérieur de nous pour qu'on n'ait pas juste pris avec ses pensées et ses difficultés, pour qu'on puisse les voir plus objectivement. Alors, on écrit peut-être qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent, les pensées qu'on a en tête, est-ce qu'ils sont rationnelles, négatives, positives, qu'est-ce qu'on veut vraiment de cette situation-là, quelle est la meilleure chose à faire, les avantages, les désavantages, les conséquences possibles. Et je ne sais pas si vous pouvez voir très bien la dernière ligne ici, mais c'est aussi, on peut inclure une question de est-ce qu'on a besoin d'aide ou de l'avis de quelqu'un pour nous aider avec cette situation-là. Une autre structure ici qui est plus utile quand on a beaucoup d'inquiétudes et de problèmes variés. C'est quelque chose qui peut particulièrement être utile avant le coucher, puisque quand on se couche le soir et on n'a rien d'autre à faire, souvent on va ruminer et penser à tous nos problèmes. Et comment est-ce qu'on peut interrompre ça pour plus facilement tomber endormi? Alors, peut-être 1 heure avant le coucher minimum, et je dis 1 heure avant le coucher parce qu'on va se donner peut-être une demi-heure pour faire l'exercice et ensuite une autre demi-heure pour se permettre de se calmer après avoir revécu toutes nos inquiétudes et nos problèmes. Et alors, on va créer une liste complète de toutes les inquiétudes et les problèmes auxquels on peut penser. Et ensuite, on va diviser la liste en 2. La première partie de la liste, c'est les problèmes qu'on peut adresser avec des actions concrètes. Et ensuite, on va identifier c'est quoi la prochaine étape à prendre reliée à la résolution de ce problème-là. Pas 2, pas 3, juste une action à prendre, la prochaine. Et ça pourrait être envoyer un courriel demain, ça pourrait être parler à quelqu'un à propos de nos soucis, ça pourrait être mettre une alarme pour ne pas oublier une rencontre ou un rendez-vous. Et on l'inscrit dans notre calendrier, notre agenda, peu importe où, pour que cette action-là, cette décision face à ce problème-là est écrite à quelque part. Et ensuite, quand ces problèmes-là vont refaire surface plus tard, ça va être plus facile de se rappeler tout simplement, tu sais ce que tu vas faire, alors arrête d'y penser. La deuxième colonne, c'est les inquiétudes qu'on ne peut pas adresser avec des actions concrètes. Et ça, c'est peut-être des peurs généralisées à propos du futur ou bien des pensées négatives qui ne sont pas basées dans une réalité concrète. Alors, on veut simplement identifier ces inquiétudes et le fait qu'il n'y a aucune chose qu'on peut faire reliée à ces inquiétudes-là. Et ensuite, comme j'ai dit, si on fait ça avant le coucher, quand on est au lit en train d'essayer de se rendormir et on a cette inquiétude qui refait surface, ça va devenir un peu plus facile de se dire « arrête, il n'y a rien à faire ». Alors, ça n'aide pas de se soucier de cette réalité-là. Il faut simplement dormir, arrêter d'y penser maintenant. C'est encore plus facile de le dire que de le faire, mais ça, c'est une structure qui peut souvent aider. Une autre structure ici, c'est d'écrire les pensées négatives automatiques récurrentes et de développer une pensée plus équilibrée face à ces pensées négatives automatiques. On les a tous dans une situation quelconque. Et alors ici, ce tableau-ci, c'est une bonne structure. Et l'exemple que j'ai mis ici, c'est peut-être, OK, on est à la maison seul et on est triste. On est triste, intensité peut-être 8 sur 10. Et on a différentes pensées négatives qui viennent en tête, comme les choses ne vont jamais s'améliorer, ça ne vaut pas la peine d'essayer, ma qualité de vie est foutue. Et avec ces pensées négatives automatiques, il y a toujours une base de réalité dans ces pensées-là, même s'il y a aussi des preuves contre qui justifient, OK, non, la vie n'est pas complètement foutue, mais c'est quand même difficile. Alors, la prochaine étape, c'est vraiment de mettre en place, OK, c'est quoi la vérité, les preuves pour ces pensées négatives automatiques. Et ensuite, on va affronter, c'est quoi les preuves contre ces pensées automatiques-là. Alors ici, on pourrait avoir, OK, quelques preuves pour, c'est que, en effet, vivre avec une maladie comme le myélome multiple, c'est difficile. On remplace vivre la vie avec une pandémie à l'extérieur. C'est difficile, objectivement parlant.
Même si le traitement fonctionne, je peux avoir une récidive, en effet. Et aussi, peut-être juste la réalité générale que c'est difficile de s'adapter après un diagnostic ou une situation difficile dans la vie. Mais ensuite, on a aussi les preuves comptes. Les preuves comptes ici, ce serait peut-être qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres patients ou d'autres personnes, si on parle de la pandémie, qui sont en train de vivre des difficultés similaires et ils ont appris à mieux gérer. Une preuve compte ces pensées négatives, c'est peut-être, OK, dans la vie, il y a toujours de l'incertitude. C'est un fait de la vie, peu importe les difficultés auxquelles on fait face en ce moment. Une autre preuve contre ces pensées négatives automatiques, tous les humains ont la capacité de s'adapter. On est développé comme ça. Alors, après avoir bien regardé les preuves pour et les preuves contre, ce qu'on veut faire à la suite, c'est de développer une pensée plus équilibrée et de l'écrire dans le tableau. Et ensuite, en relisant ces pensées plus équilibrées, on a juste à regarder, OK, c'est quoi notre niveau de tristesse à la suite? Est-ce qu'on se sent mieux? Est-ce que ces paroles équilibrées nous aident? Et la prochaine fois, quand on remarque avoir ces mêmes pensées négatives automatiques ou qu'on est dans la même situation, être seul à la maison et on se sent triste, on peut ressortir cette feuille-là et la relire et se rappeler et renforcer les pensées équilibrées qui nous aident à nous sentir moins tristes. Maintenant, je vais passer un peu plus à les stratégies de pleine conscience. Et ici, une fois qu'on a une meilleure capacité de calmer l'anxiété dans son corps avec les stratégies de relaxation et qu'on peut aussi mieux interrompre nos pensées négatives et nos inquiétudes excessives avec des exercices de diffusion ou de restructuration cognitive, les exercices de pleine conscience sont souvent juste un peu plus faciles à accomplir. C'est pour ça que je le fais dans cet ordre-ci. Alors, la pleine conscience est une pratique qui consiste à apprendre à rester dans le moment présent et à observer nos expériences et notre environnement sans porter de jugement. Comme la petite image le montre ici, il y a une différence importante entre avoir la tête pleine de pensées, de préoccupations qui interfèrent avec notre capacité de remarquer les choses autour de nous et être réellement conscient de notre entourage, comme le petit chien, que toutes nos pensées soient fixées sur le moment présent et nos expériences live, comme on dit. Et comme tous les autres exercices que j'ai mentionnés à date, c'est pas facile à accomplir la pleine conscience. Alors, lorsque vous essayez pour la première fois de vous entraîner à la pleine conscience, même si on n'a pas de problème de la santé, même si on n'a pas une pandémie actuelle, c'est assez fréquent que nos pensées vont aller ailleurs, qu'on va être distrait. Alors, il faut vraiment s'y attendre quand on fait cette pratique-là. Et comme avec les exercices de relaxation, je recommande que vous pratiquiez un peu la pleine conscience régulièrement, plusieurs fois par semaine. Premièrement, initialement, à des moments où vous n'êtes pas anxieux ou stressé. Puis une fois que vous êtes capable d'être attentif, même pour juste quelques minutes, dans la pleine conscience, vous êtes probablement prêt à utiliser cette stratégie dans des situations qui vous rendent anxieux. Alors, un exercice que je recommande souvent à mes clients, c'est de prendre ce qu'on appelle un moment de pleine conscience. On peut prendre un moment de pleine conscience en buvant son thé le matin, ou bien en regardant sa famille interagir ensemble, ou bien en prenant une marche seule dehors. On peut aussi simplement ouvrir la fenêtre et regarder dehors, toujours simplement en faisant attention à tous les 5 sens. Alors, la sensation de la chaise sur le dos si on est assis ou du sol sur les pieds si on est debout. Les sons qui viennent de l'extérieur ou bien à travers la pièce, comme une fan ou un ventilateur. Et les couleurs et la lumière du soleil ou bien des nuages. Et aussi, s'il y a une scène qu'on trouve particulièrement paisible, mais qu'on est pris à la maison et la vue par la fenêtre n'est pas si belle que ça, les vidéos sur YouTube peuvent aussi vraiment nous aider. On peut souvent trouver des vidéos de la nature qui durent des heures des fois et qu'on peut regarder et écouter sur l'écran. Et ça peut nous aider à se permettre un moment de pleine conscience avec la nature, même si on est confiné.
On peut soit faire le moment de pleine conscience sans structure réelle, alors juste remarquer tout ou rien autour de nous, n'importe quel rythme qui semble naturel. Ou bien on peut aussi faire un countdown des 5 sens, si on aime la structure et l'ordre un peu plus. Et alors l'exercice de pleine conscience avec les 5 sens ici implique les étapes suivantes. Alors ce serait par exemple de remarquer 5 choses qu'on voit. Ensuite, remarquer 4 sensations physiques, alors le toucher. Ensuite, remarquer 3 choses qu'on entend autour de nous. Ensuite, ce serait de remarquer 2 choses qu'on sent avec l'odorat. Et ensuite, remarquer une chose qu'on goûte dans la bouche, peut-être la dernière chose qu'on a mangée ou bu. Un autre exercice que je veux mentionner et faire avec vous aujourd'hui, c'est une visualisation guidée. Alors, la visualisation que je vais présenter aujourd'hui s'appelle Feuilles sur la rivière, ou en anglais, c'est Leaves on a Stream. Il y a d'autres versions de cet exercice avec des visuels différents, mais ça, c'en est une que j'utilise encore souvent avec mes clients et que je trouve très utile. Le but de l'exercice, c'est de développer la pratique du lâcher-prise des pensées pour ensuite améliorer notre capacité de rester dans le moment présent, sans porter de jugement pour les pensées qui interfèrent avec l'exercice. Alors, cet exercice-ci, ça devrait prendre 10 minutes et tout le monde qui écoute en ce moment, je vous encourage de vous asseoir un peu plus confortablement et de faire l'exercice avec moi. L'image que j'ai mise sur l'écran, c'est pour vous aider. Alors, si vous n'êtes pas une personne très visuelle, permettez-vous de regarder l'image et d'imaginer les feuilles qui tombent dans l'eau et tout le reste à fur et à mesure que je parle. Ou bien, si vous êtes très bon avec la visualisation et l'imaginaire, fermez vos yeux et imaginez la scène que je vais commencer à décrire pour vous. Et on va juste commencer l'exercice avec 3 grandes respirations profondes. Alors encore, si vous voulez, une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et on prend une inspiration lente et une expiration lente. 3 fois à notre rythme. Et une dernière fois. Maintenant, imaginez que vous êtes dans un champ, dans une clairière, à côté d'une forêt peut-être. De quoi a l'air le champ? Est-ce qu'il y a du long gazon partout? Est-ce qu'il y a le soleil qui brille à travers les nuages? Est-ce qu'il y a un vent qu'on sent sur la peau, le visage, dans les cheveux? Prenez note de ce que vous voyez autour de vous. Et pendant que vous êtes dans ce champ, en train de remarquer les sons de la nature, les oiseaux, les écureuils, vous entendez le bruit de l'eau au loin. Et vous décidez de suivre le son. Vous commencez à marcher à travers le champ. Encore le vent qui pousse contre votre visage et votre corps. Le soleil qui réchauffe la peau. Et vous voyez maintenant au loin un ruisseau, peut-être une petite rivière qui coupe à travers le champ avec un arbre à côté du ruisseau. Vous marchez lentement vers le ruisseau et vous vous installez sur la rive, à côté de l'arbre. Prenez note de la sensation du tronc d'arbre contre votre main ou bien votre dos si vous décidez de vous accoter.
Notez s'il y a le son d'oiseaux, le vent et le soleil qui soufflent dans les branches de l'arbre. Et pendant que vous êtes assis à côté du ruisseau, vous remarquez le vent et une feuille qui tombe tout délicatement dans l'eau et qui est emportée par le courant. Et chaque fois que vous remarquez une feuille qui tombe de l'arbre et tombe dans l'eau, permettez-vous de juste regarder la feuille qui disparaît graduellement au loin. Et maintenant, quand vous remarquez une pensée qui interfère avec ce moment, cette image de vous à côté de la rive et de l'arbre, peu importe si c'est une pensée comme « j'aime pas cet exercice », c'est trop dur de faire une visualisation. Ou peut-être c'est une pensée comme notre tâche de choses à faire plus tard aujourd'hui, ou des inquiétudes qu'on a face à demain. Permettez-vous de regarder cette pensée. Prenez-la dans votre main. Inspectez-la de tous les bords. Et quand vous voyez une feuille tomber de l'arbre délicatement et tomber dans l'eau, mettez cette pensée sur la feuille et regardez-la disparaître au loin. Et quand cette pensée revient, peut-être tout de suite, notez peut-être la frustration associée avec cette pensée qui revient. Prenez-la dans vos mains, regardez-la et mettez-la sur une autre feuille, dans l'eau, et regardez la pensée sur la feuille disparaître au loin. Et revenez au moment présent, l'eau qui coule, la lumière, la chaleur sur votre peau, les sons de la nature. Et quand une autre pensée vient interférer avec ce moment de paix, avec la nature et l'eau, prenez cette pensée, regardez-la, qu'est-ce que c'est? Mettez-la sur une feuille et regardez-la disparaître au loin. Maintenant, permettez-vous de prendre un autre 3 grandes respirations. Et une dernière. Et vous pouvez rouvrir les yeux si vous aviez les yeux fermés. Et juste prenez un moment pour observer c'était comment cet exercice-là pour vous. C'était comment d'essayer de mettre les pensées sur les feuilles, de les regarder disparaître. Est-ce que la visualisation était facile? Ou bien est-ce que vous aviez besoin de l'image devant vous? On pourra potentiellement discuter de vos questions et de vos difficultés à la fin. Maintenant, pour la prochaine étape. Alors, ici, on a comment prendre soin de ses relations. Et la première étape à garder en tête ici, c'est vraiment identifier son système de soutien. Et il y a 2 catégories générales. Alors, on a tous un système de soutien formel. Alors, ça, c'est des professionnels, des personnes avec des spécialisations. Peu importe si c'est nos docteurs, des psychologues, des infirmiers, des infirmières. Peut-être que c'est un physiothérapeute. Et des fois, on a plusieurs docteurs et plusieurs psychologues ou physiothérapeutes. Des fois, un psychologue de couple, individuel.
un docteur généraliste et nos spécialistes. Ensuite, avec le système de soutien informel, on a plusieurs membres de notre famille, plusieurs amis et même d'autres patients avec qui on est connecté, qui peuvent représenter une partie de notre système de soutien. Et on veut juste identifier qui sont ces personnes-là sur qui on peut compter, qui peuvent nous aider dans la vie, qui sont présents avec nous de différentes manières. Et ensuite, la prochaine étape, c'est vraiment d'identifier le type de soutien reçu par ces personnes-là. C'est vraiment ici, c'est pour voir est-ce que quelqu'un, par exemple, qui est particulièrement bon avec le soutien émotionnel pour nous, qui nous comprend bien, qui on est, la personne. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment bon avec le soutien informationnel, peu importe, peut-être un docteur ou bien même un membre de la famille qui a une spécialisation dans sa carrière ou bien qui est très bon avec la navigation sur l'Internet, qui peut nous recommander des ressources. Ou bien on a peut-être quelqu'un dans notre vie qui est vraiment bon avec le soutien instrumental ou pratique, comme il est toujours volontaire pour aller chercher l'épicerie ou bien qui est là pour nous conduire à des rencontres. Le but, c'est vraiment juste de reconnaître les forces naturelles des personnes autour de nous, de pouvoir reconnaître ce que chaque personne est confortable de nous offrir comme soutien pour que ce soit plus facile d'approcher la bonne personne dans un moment de besoin. C'est aussi important d'avoir des conversations ouvertes avec notre entourage régulièrement dans le but de renforcer le bon soutien qu'ils nous donnent et de mieux comprendre leur capacité de nous soutenir à différents moments et aussi leurs limites face au soutien qu'on a besoin parfois. Et là, ensuite, je vais parler plus de la communication. Alors vraiment, la communication est importante pour plusieurs raisons, incluant mieux demander de l'aide, comme j'avais juste précisé avant, ou bien pour clarifier des informations, pour résoudre un problème dans la vie quotidienne plus efficacement, pour recevoir du soutien émotionnel relié à ses peurs ou craintes, ou bien pour mieux comprendre l'autre et maintenir une bonne relation. La communication est utile pour plusieurs raisons différentes. Alors, je voulais juste commencer avec peut-être un petit breakdown, un acronyme, un outil pratique quand on veut communiquer avec la famille et les amis, mais aussi avec n'importe qui. Alors, l'acronyme DEAR ou SHARE en anglais. Et ça, le but, c'est pour mieux exprimer nos besoins et nos souhaits qu'on utiliserait cet acronyme-là. Alors ici, le D, ça représente décrire les faits de la situation. Le E, ça représente exprimer nos pensées et nos émotions face aux faits de la situation. Ensuite, le A, c'est affirmer nos souhaits et nos besoins. Et le R, ça veut dire renforcer. Alors, renforcer le côté positif de si on peut avoir nos besoins et nos souhaits exaucés. Et ça peut aider à décrire un breakdown de chacun de ces mots-là avant de commencer la conversation avec une personne, en particulier quand on peut avoir souvent beaucoup d'émotions mixtes ou d'émotions négatives reliées à la communication avec cette personne-là. Peut-être que c'est juste une anxiété reliée à est-ce qu'ils vont pouvoir m'écouter, m'entendre, ou bien une peur face à la réalité qu'on a vraiment un besoin important qu'on aimerait pouvoir accomplir. Et plus en détail ici, juste quelques conseils reliés à ce breakdown-là. Alors, c'est toujours utile de se souvenir d'affirmer nos besoins et d'éviter le rôle de victime avec l'expression ouverte des pensées et des émotions. Se permettre de dire non carrément, quelque chose qu'on oublie souvent dans la vie, n'importe qui d'entre nous. On veut vraiment demeurer à l'écoute de l'autre. Alors, écouter sans interrompre, accepter leurs émotions, éviter les fausses hypothèses en demandant plus de détails et demeurer respectueux et minimiser le conflit. Ça, on peut le faire facilement des fois avec notre ton de voix, avoir une voix relaxe, utiliser le « je » souvent. Alors, je me sens parce que j'aimerais, c'est souvent une structure utile à se souvenir. Et éviter de dire des choses qui contiennent du jugement, comme « t'aurais dû » ou « tu devrais ». Juste quelques conseils pratiques qui peuvent être reliés à
à la bonne communication. Ensuite, conseils pratiques pour des rencontres médicales quand on veut communiquer avec les professionnels de la santé. Malheureusement, l'acronyme n'est pas très bien traduit en français, alors je l'ai gardé en anglais ici. Alors, le take part. Alors ça veut dire P, c'est pour prepare, A, c'est pour ask, R, c'est pour repeat et T, c'est pour take action. Et si j'ai décortiqué ça un peu plus ici, alors être préparé pour la rencontre en écrivant une liste de questions et de soucis en avance, identifier les priorités pour la rencontre, juste au cas où on n'aurait pas assez de temps, et d'être prêt à décrire et discuter clairement des symptômes ou des effets secondaires. Et on peut faire ça en avance en gardant un système de tracking où on va prendre note à chaque jour à travers une semaine de symptômes clés, quand est-ce que ça se produit, des situations qui se répètent souvent pour qu'on est mieux équipé de discuter de nos symptômes et des effets secondaires avec les professionnels de la santé. Ask, c'est demander des questions. Repeat, répéter les points clés communiqués durant la rencontre pour s'assurer qu'on se souvienne. Alors, c'est un aide-mémoire, mais c'est aussi pour assurer qu'on a bien compris. Et s'il y a quelque chose d'important qui manque, la personne peut rajouter ces détails-là après qu'on ait répété la communication. Et take action, soyez actif dans la rencontre. Alors, quelques exemples ici de ce qui peut aider, c'est de demander des instructions écrites, parce qu'il y a beaucoup qui peut être discuté dans une rencontre et on ne va jamais se souvenir de tout. Ou bien on peut prendre note durant les rencontres de ces instructions-là écrites. On peut demander des suggestions de ressources additionnelles. Et on peut aussi s'assurer de communiquer si les recommandations vont être difficiles à suivre, parce que notre médecin ou le professionnel de la santé avec qui on parle va peut-être avoir des recommandations de comment adapter les recommandations pour qu'on ait moins de difficultés. Alors ça, c'est ma présentation. Alors ici, vous voyez un petit sommaire de tout ce que j'ai abordé aujourd'hui. Alors vraiment, la première étape de prendre soin de soi avec les exercices de relaxation, de diffusion, restructuration cognitive et de pleine conscience. Et ensuite, le volet, prendre soin de ses relations. Vraiment identifier qui est notre système de soutien, les types de soutien qu'ils peuvent nous donner. Et de garder un œil sur la communication avec notre système de soutien formel et informel. Juste quelques ressources à garder en tête que j'ai utilisées même aujourd'hui. Alors, il y en a une qui est disponible en français, les autres, malheureusement, sont plus en anglais. Mais il y a un livre, Vivre en santé avec une maladie chronique pour les problèmes de santé physique ou mentale de longue durée. Alors, ça, c'est un livret qui est vraiment excellent et il y a plusieurs versions différentes qui ont fait, certaines spécialisées pour certains problèmes et d'autres même juste pour la douleur, la gestion de la douleur chronique généralisée. Et ici, il y a, par exemple, tout un chapitre sur la communication et les outils de gestion de communication et même de relaxation et de pleine conscience aussi. D'autres ressources utiles en termes des manuels de psychologie. Alors ici, il y a Mind and Emotions, alors les exercices de relaxation, de pleine conscience, de restructuration cognitive. On va souvent les trouver dans les livres d'approche de thérapie cognitive comportementale, ou bien même certains des outils comme l'acronyme DEAR ou bien certaines recommandations reliées à la pleine conscience, la gestion efficace des relations et la régulation émotionnelle. On va trouver dans l'approche thérapeutique de dialectique comportementale, le 3e livre ici. Et pour les vidéos YouTube, vraiment, allez sur YouTube puis chercher les exercices que j'ai mentionnés aujourd'hui dans YouTube. Alors ici, mot-clé de Breathe Bubble, que c'est une bulle qui peut vous aider à maintenir le bon rythme de respiration calme. Relaxation musculaire progressive, il y a un lien ici que j'ai donné, mais il y a des enregistrements faits par des très bonnes personnes pour vous aider, vous soutenir dans cette pratique-là.
Il y a aussi, vous pouvez trouver les vidéos de la nature pour les moments de pleine conscience ou juste la relaxation en général. Et les visualisations de feuilles sur la rivière, ce qui est une visualisation structurée, très commune, et on peut en effet trouver des enregistrements de ces visualisations-là en ligne. Finalement, je voulais juste partager quelques ressources précises pour la pandémie. Alors ici, psychologytools.com a un petit livret pour comment bien vivre l'inquiétude et l'anxiété dans un contexte global d'incertitude. Et il y a les ressources traduites dans une vingtaine de langues, honnêtement. Et vous pouvez, c'est très pratique et utile si vous voulez un petit livret pour vous aider avec l'anxiété face à la pandémie. Le gouvernement du Québec a aussi publié un petit livret où il y a des recommandations simples et aussi des ressources locales pour vous aider avec la santé mentale. Et finalement, il y a aussi le Center for Disease Control qui a beaucoup de ressources aussi reliées à la gestion du stress durant la pandémie. Alors, c'est tout pour mon côté de la présentation aujourd'hui. Alors, on pourrait passer à la discussion maintenant. Merci beaucoup, Dr. Millette. Je pense qu'on a reçu beaucoup d'informations aujourd'hui pour digérer et pour utiliser. J'ai fait des exercices aussi et j'ai pensé que je me sens vraiment relax maintenant. Je suis calme et je pense que ça m'aide. Moi, personnellement, ça m'a aidé un peu. Alors, merci pour ça. Alors, on a reçu quelques questions. La première question, c'est un peu plus général. Alors, quand quelqu'un a fait de la dépression ou a de l'anxiété, est-ce qu'ils savent toujours qu'ils ont ces symptômes-là ou c'est vraiment quelque chose qui peut arriver sans qu'on le sache? Mmh. Alors, la différence là, avec cette question-là, peut-être l'aspect très important pour répondre à la question, c'est qu'il y a une différence, en effet, entre la dépression telle qu'elle, le problème de la santé de la dépression, et avoir plusieurs émotions négatives, difficiles. Alors, avoir une humeur basse, se sentir mal généralement, c'est différent de la dépression. Et il y a plusieurs symptômes interreliés. Alors, c'est pas, en effet, c'est pas facile de distinguer entre les deux. Mais ici, une ligne qu'on peut peut-être établir dans le sable de comment est-ce qu'on peut réaliser quand on est déprimé, c'est vraiment quand il y a des choses qu'on aime d'habitude, que ça nous donne plus de plaisir du tout. Peu importe si on avait toujours adoré le dessin ou le piano, ou bien si on aimait toujours parler avec certains amis. Et là, on a zéro motivation et zéro plaisir, même quand on se force à faire ces activités-là. Ça peut être un indice, un premier indice que, OK, il y a peut-être quelque chose de plus profond qui se passe actuellement. Un autre indice, c'est avec le sommeil. Alors, et ça, c'est compliqué parce que là, ça peut interagir avec les symptômes d'une maladie ou bien les effets secondaires reliés à des médicaments. Alors, celle-ci, elle est plus compliquée quand on a une maladie de long terme aussi à gérer. Mais quand on se permet de dormir plus d'heures et de se reposer régulièrement, mais que jamais ça nous permet de nous sentir reposés, d'avoir plus d'énergie. Presque ça fait l'opposé. On est encore plus fatigué après avoir dormi pendant 15 heures de temps, 3 jours de suite. Mais ça peut être un indice que, OK, c'est pas que j'ai besoin de sommeil, c'est pas que je suis juste stressée et à bout, mais peut-être que c'est vraiment la dépression maintenant dans laquelle je rentre. Et là, ce qui est le plus important si on est déprimé, c'est vraiment juste de se pousser à s'activer. Parce que même si on n'a pas le plaisir initialement à faire certaines activités qu'on aimait d'habitude, avoir l'activation
être exposé à l'air frais, à des activités, à la possibilité de plaisir, même si on ne le ressent pas vraiment. Ça va apporter comme des endorphines positives, la sérotonine, la dopamine dans le cerveau, qui va nous permettre de surmonter l'aspect physiologique de la dépression dans laquelle on est peut-être. Merci beaucoup. En effet, quand on parle de la fatigue chez quelqu'un qui a un myélome multiple ou un autre cancer, c'est presque la même définition. On peut Ouais, dormir beaucoup de temps, mais on se sent toujours fatigué. Alors, c'est sûr que c'est difficile à distinguer si c'est la fatigue ou c'est la dépression ou si c'est quelque chose d'autre, ou la maladie. Ou, en tout cas, c'est pas ouais, facile. Ouais. absolument. Euh, la prochaine question, quand on parle d'anxiété, beaucoup de fois on parle des attaques de panique et des choses comme ça, mais est-ce que quelque chose comme l'anxiété, on peut l'éliminer? Est-ce que ça peut être, on peut avoir comme un guérison d'anxiété? Euh, en général, tout le monde a une prédisposition un peu différente à l'anxiété, pour commencer. Alors, des fois, on peut regarder juste dans notre famille. Alors, si on a plusieurs personnes qui ont eu des difficultés avec l'anxiété, et nous aussi, on vit beaucoup de difficultés avec l'anxiété, on est peut-être une personne qui est plus prédisposée à l'anxiété. Et alors, on va être quelqu'un qui va avoir plus de difficultés avec la gestion de l'anxiété, même dans une vie régulière où on n'a aucun stress aigu exacerbé. Euh, mais là, c'est plus une habitude. Alors, il y a vraiment, quand on parle de problèmes d'anxiété généralisée ou des problèmes avec des attaques de panique, il y a deux domaines de gestion qu'on veut toujours garder en tête. Une, c'est la gestion préventive. Et alors ça, c'est plus l'habitude de vie, les habitudes de vie qui peuvent nous aider à être plus calmes généralement, à être moins prédisposés aux attaques de panique et à l'anxiété. Et ça pourrait être des choses aussi simples que s'assurer qu'on a assez de sommeil, d'assurer de ne pas boire trop de café ou de thé, si on est une personne qui est prédisposée à l'anxiété, de faire suffisamment d'exercices pour avoir les bons endorphines qui aident à calmer l'anxiété de base qu'on a. Ça pourrait être d'avoir assez de plaisir dans la vie. Ça peut aussi être une routine avec plusieurs des exercices que j'ai mentionnés, de pleine conscience, de relaxation, d'interrompre la rumination si on a certaines habitudes comme ça, et de développer ces habitudes régulières dans la vie pour que quand on a un stresseur aigu qui se produit soudainement, on va déjà être dans une place beaucoup plus calme et on est moins c'est moins probable que ce stresseur-là va causer un peu un dépassement de nos moyens de gérer. Et ensuite, si un stresseur cause vraiment une réaction aiguë de stress ou on tombe dans une attaque de panique ou une anxiété généralisée, ben là aussi, on a les outils de gestion de crise un peu plus, où là, c'est les outils qui sont vraiment efficaces pour interrompre l'anxiété et nous aider à gérer, ce qui serait peut-être de se permettre de prendre une pause, les respirations profondes et les relaxations musculaires progressives. Ces exercices-là sont particulièrement utiles dans un moment de panique et de crise. Parce que ça réagit au niveau de notre corps. Ça peut vraiment nous aider à calmer. Mais vraiment, on a ces deux catégories-là. On va avoir une bonne routine et reconnaître c'est quoi notre prédisposition générale à l'anxiété et prendre soin de ça activement à travers notre vie. Mais on veut aussi reconnaître, OK, dans un moment de besoin, quand on est extrêmement stressé, qu'est-ce qui nous aide à être plus calme, plus vite? Puis pour tout le monde, ça va être un peu différent. Merci beaucoup. Alors, on a juste deux petites questions. Est-ce que on peut les répondre ou est-ce que Oui, on doit aller à 2 heures? C'est correct ouais, pour aller? je pense qu'on ouais, on peut répondre les deux OK, autres questions. Ouais. parfait. Alors, cette question aussi est un peu plus particulière, je dirais. Alors, euh,
la question, ils veulent savoir si les exercices qu'on a faits aujourd'hui, si ça peut aider avec, par exemple, le rejet. Là, comme on est dans un période de déconfinement de la pandémie, on a on commence à voir plus de personnes, on a plus de relations et disons, le rejet, est-ce que ces exercices peuvent aider à gérer le rejet? Oui, alors oui, en effet, ça dépend un peu de quelle manière on a de la difficulté avec le rejet. Et c'est quoi, un peu quand j'entends ça, je pense plus à l'écriture des pensées négatives automatiques, potentiellement. Alors, on a un sentiment de rejet et automatiquement, on dit, OK, on me rejette, personne ne veut passer du temps avec moi. Si ça, c'est les pensées négatives automatiques qui viennent en tête dans ce contexte-là, ben, peut-être en effet faire quelques-unes des exercices écrits de OK, voici la situation, on est en déconfinement graduel, je propose des sorties ou passer du temps avec certaines personnes et ils me disent non. Si ça, c'est la situation. On se sent triste, on ressent de la colère, peu importe les émotions, à quelle intensité, et les pensées négatives reliées à ça, reliées au rejet. Et ensuite, on se permet un temps de dire, OK, ben c'est quoi l'aspect légitime de ces pensées-là? En effet, peut-être les personnes sont en train de dire non, que ça ne leur tente pas, etc. Et c'est quoi les preuves contre? Peut-être que, OK, tout le monde est occupé, tout le monde est encore stressé, relié à la vie, même si on est en déconfinement graduel. Peut-être personne A très clairement expliqué la raison qu'ils sont en train de dire non. C'est pas du rejet, mais c'est qu'ils sont en train de passer beaucoup de temps avec plusieurs autres personnes, puis ont des priorités différentes en ce moment. Et ensuite, on peut développer la pensée plus équilibrée, celle qui nous aide à nous sentir plus calmes, moins tristes, moins de colère face à ces situations de rejet-là. Alors, c'est peut-être celle-là qui me vient en tête le plus. Et aussi à la suite, ouais, si c'est possible de se dire, ben, une fois qu'on adresse les pensées d'une manière concrète, juste se permettre d'arrêter d'y penser. Parce que oui, c'est de la souffrance quand on pense au rejet puis à notre solitude là-dedans. Et on veut pouvoir un peu réorienter les pensées à d'autres choses plaisantes autour de nous. Encore dépendamment de la personne et de la difficulté naturelle que chaque personne va avoir face à ça, oui, certains de ces exercices-là pourraient vraiment aider. Parfait, merci beaucoup. Alors, la dernière question, on avait discuté, au début de la présentation, vous avez mentionné les proches aidants. Alors, Mhm. pour des proches aidants ou des amis proches de quelqu'un qui peut-être il souffre de troubles de santé mentale, comment est-ce de quelle façon est-ce qu'on pourrait approcher ces personnes pour commencer une discussion autour de la santé mentale? Hmm. Encore, ça dépend de chaque personne. Mais si on a une bonne relation avec eux et que la communication généralement se passe bien, euh, simplement des fois avoir la conversation ouverte à propos de nos propres difficultés personnelles, ça peut être une bonne entrée à ça. De parler des choses que nous, on aimerait faire, de nos difficultés et de juste d'être honnête de cette manière-là. Alors, ça peut faciliter la conversation avec l'autre personne pour dire, ah ouais, moi aussi, j'ai ces difficultés-là, c'est pas facile. Ça peut faciliter la conversation reliée à des ressources potentielles qui seraient utiles. Ou bien même juste de partager qu'on se soucie de la personne et qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de soutien s'ils sont prêts à ça et de donner des ressources, juste pas nécessairement pour les forcer parce qu'on ne peut pas forcer une personne à chercher du soutien quand ils ne sont pas prêts, mais juste de leur laisser savoir qu'il y a une issue, qu'il y a des ressources, qu'il y a quelqu'un qui est ouverte à donner du soutien face à ça. Mais je dirais, c'est aussi de toujours garder un œil sur, on ne veut pas devenir le psychologue de la personne, parce que ça, c'est être un proche aidant et être un psychologue accidentel, c'est deux rôles différents dans la vie.
et ça peut devenir très intrusif de prendre le rôle de psychologue. Alors, d'être la personne qui écoute tous les problèmes, qui essaie de les aider à gérer des situations. Quand on voit avec le temps que ce soutien-là n'aide pas, c'est peut-être à ces moments-là que la personne a besoin de quelque chose de plus. Un psychologue, ou bien il y a aussi des psychoéducatrices, des social workers, ou bien juste un livre, comme ceux que j'ai mentionnés pour aider un peu plus avec la gestion des émotions et des pensées. Mais l'ouverture à parler de soi et de ses propres difficultés et de différents livres ou de ressources qu'ils ont vues à travers la journée ou leur semaine, ça peut être la bonne entrée pour avoir une conversation difficile à propos de ça. Oui, et le partage d'expérience, on voit ça beaucoup avec avec nos groupes de soutien. On a une quarantaine de groupes de soutien à travers le Canada et beaucoup des personnes qui vivent avec un myélome, ils nous avouent que ça aide beaucoup à partager des expériences. Et c'est ça le but des groupes de soutien. Et on a plusieurs au Québec aussi. Alors, pour échanger avec d'autres personnes qui peut-être vivent la même chose comme la personne en question. Oui, Alors, absolument. ouais. Alors avec ça, c'est la fin du webinaire. Alors merci encore d'avoir pris le temps cet après-midi de nous apprendre comment gérer notre santé mentale. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Merci. Bye. Bye.